Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous pour d'amples détails sur le thème de la semaine écoulée. Je vous propose de prolonger cette émission donc de la semaine passée, la tuberculose, état des lieux au Bénin. Je rappelle les chiffres. En 2013, 9 millions de personnes ont développé donc la tuberculose et 1,5 million de personnes en sont mortes. Voilà donc ce qu'on peut dire rapidement par rapport aux statistiques sur le plan mondial. Dans le précédent numéro, nous avons eu les statistiques au plan national, même si c'était de manière très brève. On va y revenir avec le docteur de la semaine écoulée, bien sûr. Il s'agit bien sûr du pneumologue, physiologue Prudent Ouachinou qui nous a rejoint donc dans ce studio. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir madame. Voilà, merci d'être encore revenu pour mieux informer, en tout cas informer davantage les auditeurs de la 88.6 sur cette maladie qu'est la tuberculose. Je rappelle que vous êtes en service au Centre national hospitalier de pneumophysiologie CNHPP Lazaret donc de Cotonou. Et si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous le savez sans doute, vous pouvez appeler le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24 déjà à 15h30 pour exposer donc toutes vos préoccupations, vos questions sont donc les bienvenus. On n'oublie pas aussi les messages via WhatsApp, toujours au 65 00 24 24. Voilà donc pour le décor qui est planté. On va y aller tout de suite pour l'émission l'état des lieux au Bénin. Quand on parle de tuberculose, bien sûr, c'était à cette étape que nous étions la semaine passée, le mardi dernier. Au cours de cette émission, on a évoqué plusieurs aspects de la maladie. Pour un récapitulatif, je vais vous proposer ceci. On va écouter cet élément réalisé par Hermione Adjanamou et on revient quelques minutes après. Sans des fièvres avec j'ai chaud quoi. Et je tousse. Voilà. Je tousse fort. J'ai déjà fait la maladie une fois ici et j'ai parti à la maison. Quand je suis revenu maintenant, c'est à cause de ça qu'ils ont dit je vais faire 8 mois. Témoignage d'un patient rencontré au centre de traitement de la tuberculose Lazaret de Cotonou. La tuberculose, cette maladie causée par le bacille de Koch, se manifeste surtout par la toux. Plusieurs causes sont à l'origine de cette infection pulmonaire, explique l'un des médecins du centre de traitement Lazaret de Cotonou, Dr Ferdinand Kassa. C'est une maladie infectieuse dont l'agent pathogène s'appelle le bacille de Koch. Et ce microbe affecte dans 80% des cas les poumons, les voies respiratoires donc, et ça peut atteindre tous les autres organes de l'homme, à savoir les os, les viscères, la peau, tout ce qui peut constituer donc l'homme. La tuberculose peut l'affecter. Le malade atteint de tuberculose présente plusieurs symptômes que révèle ici Dr Ferdinand Kassa. Le symptôme pathognomonique, c'est la toux. Eh bien, c'est une toux qui dure de plus de 3 semaines et le malade peut avoir d'autres symptômes communs à d'autres maladies comme la fièvre, la fatigue, l'anémie. Mais ce sur quoi nous mettons surtout l'accent, c'est cette toux qui dure et qui empêche donc le malade de dormir surtout la nuit
et qui finalement, lorsque le malade donc se présente dans un centre de santé, c'est cet outil qui attire l'attention à l'agent de santé, qui se permet donc de faire la collecte des crachats et de soumettre ça à une analyse qui finalement peut révéler que la personne qui toussait a la tuberculose. À partir de là, donc, la prise en charge commence. Il existe un traitement pour la tuberculose. Une fois la maladie diagnostiquée, le patient est soumis à des traitements suivant le stade de l'évolution de l'agent infectieux. Nous pouvons d'abord parler des nouveaux malades, c'est-à-dire des gens qui viennent pour la première fois de faire la maladie. Et ceux-là ont un régime de 6 mois. Quelqu'un qui n'a jamais fait la maladie et qui vient d'être dépisté malade de la tuberculose, pour être guéri, il doit prendre les médicaments pendant 6 mois. Le second que je veux ajouter, c'est des gens qui ont déjà pris les médicaments une fois, au moins pendant 2 mois, ou bien qui sont revenus, qui ont été traités et guéris une fois qu'ils sont revenus, ou bien des gens qui, au cours du traitement, au 5e mois par exemple, donc sont encore positifs, ceux-là que nous appelons donc des échecs. Ceux-là, nous les appelons des retraitements. Ces retraitements doivent prendre les médicaments pendant 8 mois. Aujourd'hui, nous parlons de la tuberculose compliquée, qui est la tuberculose multirésistante, que nous traitons aussi au Bénin et surtout à Cotonou ici. Ces malades prennent d'autres médicaments, outre que les 2 premiers cas que je viens d'évoquer, et ils sont traités pendant 9 mois. Au moins 4000 personnes contractent cette affection contagieuse chaque année au Bénin. Les plus vulnérables sont les personnes vivant avec le VIH-Sida et les toxicomanes. Le docteur épidémiologiste Ferdinand Kassa prodigue quelques conseils. Lorsqu'un jeune commence à se faire droguer, on ne sait jamais comment il termine. Mais nous remarquons que la plupart aujourd'hui font la tuberculose. Et si donc ces jeunes-là peuvent éviter donc de s'intoxiquer, donc de devenir des toxicomanes, eh bien nous pensons que la maladie peut diminuer au niveau de ces groupes vulnérables. Un élément sur lequel je vais accentuer, c'est l'information et la communication. Nous voudrions prendre ça comme élément de prévention. Lorsque vous souffrez d'une maladie que vous connaissez très bien, vous pouvez savoir comment éviter la maladie. C'est pourquoi nous en parlons aux populations, que les populations ne pensent pas que la tuberculose est quelque chose, bien sûr, qu'on ne comprend pas et que c'est un envoûtement et qu'il faut s'en prendre à la sorcellerie. Non. Lorsque les populations se comportent comme ça, eh bien, c'est une manière non seulement de ne pas pouvoir prévenir la maladie, mais de propager la maladie. L'éradication de cette maladie qui touche souvent les couches les plus démunies passe par une lutte efficace des gouvernements contre la pauvreté. Voilà, à l'instant, un élément réalisé par Hermione Adjanou de la rédaction de la radio Océan FM. On revient donc en studio. Docteur, vous avez écouté ce magazine avec beaucoup d'attention. J'ai remarqué que vous avez beaucoup noté également. Vous avez certainement quelque chose à ajouter ou à dire sur l'intervention de votre collègue du Lazaret ou tout autre aspect de cet élément. Alors, merci beaucoup pour cette deuxième occasion que vous nous donnez. Ce n'est pas fréquent pour nous de venir sur les ondes pour parler de la tuberculose et parler de ce que fait le programme national de lutte contre la tuberculose au Bénin par rapport à cette maladie. Donc, vraiment, merci infiniment. Alors, sur l'élément qui est passé, comme vous l'avez remarqué, mon collègue Dr Kassa est revenu sur beaucoup de sujets qu'on avait abordés le mardi dernier. Oui. Et donc, je ne vais pas répéter, je ne vais pas faire de la redite. Et je pense qu'il y a peut-être certains éléments sur lesquels nous sommes passés très rapidement le mardi dernier. Et puisque nous aurons l'occasion ensemble, nous allons revenir sur ces différents points. Mais avant de revenir sur ces différents points, j'ai entendu parler de toxicomanie et de tuberculose. C'est dangereux selon le médecin, l'épidémiologiste Kassa. Alors, toxicomanie et tuberculose. Il est reconnu que la toxicomanie peut être considérée comme un facteur de risque de développer la tuberculose. Pas seulement la tuberculose, beaucoup de maladies. Et ce que nous remarquons, nous,
au CNHPP, au Centre national hospitalier de pneumophysiologie, c'est que nous avons une proportion non négligeable de nos patients qui sont des toxicomanes. Alors, effectivement, mon collègue est revenu sur ça, il a essayé de produire des conseils, de tirer surtout la sonnette d'alarme. Nous n'avons pas une statistique précise sur le nombre de toxicomanes que nous avons. Et donc, c'est difficile de vous dire telle proportion de patients toxicomanes vont développer une tuberculose. C'est difficile. Tout ce que nous remarquons, c'est que parmi nos patients tuberculeux, nous en avons quand même pas mal. Un facteur favorisant la toxicomanie. Et on en était à l'état des lieux. L'état des lieux, c'est justement à cette étape qu'on était la semaine écoulée quand l'émission s'est achevée. On revient donc là-dessus. Vous nous avez parlé de 5% de taux de décès et tout à l'heure, on a entendu à travers cet élément, ces 4000 personnes qui sont infectées chaque année. Alors, 4000 personnes qui sont dépistées chaque année. Chaque année, nous dépistons autour de 4000 cas de tuberculose au Bénin. Et parmi ces 4000, il y a 5% qui décèdent. Je reviendrai tout à l'heure sur les différentes modalités de fin de traitement. Quand on dépiste, on diagnostique la tuberculose chez un patient, quelles sont les différentes possibilités quand on a terminé le traitement. Je vais revenir dessus. Mais avant, si on prend les 4000 patients que nous dépistons au Bénin, eh bien, si on essaie de rapporter ça à la population, vous avez très bien fait cet exercice-là le mardi dernier, en disant, en me posant la question de savoir si la situation s'aggravait, je vous ai dit qu'effectivement, le nombre de cas est en train d'augmenter. Mais puisque la population du Bénin augmente également, si on fait le rapport, on va se rendre compte qu'en fait, les choses sont s'équilibrent. Quand on fait ce rapport-là quand même si les choses sont stationnaires, quand on regarde la répartition suivant les régions, eh bien, on se rend bien compte qu'il y a des différences. C'est-à-dire que lorsque vous calculez ce que nous appelons le taux de l'incidence, si vous voulez... C'est différent du taux de prévalence? Prévalence et incidence ne veulent pas dire la même chose. De façon terre à terre, l'incidence, ça a rapport aux cas qui interviennent au cours d'une année. Alors que la prévalence, c'est tous les cas, que ce soit les nouveaux cas au cours de l'année, comme les cas de l'année dernière, ou les cas des années précédentes. Donc, c'est deux concepts qu'il faut nuancer. Mais ce n'est pas ça, en fait, le plus important. Ce que je voudrais expliquer ici, c'est ce que nous appelons le taux de notification. Le taux de notification, c'est les cas de tuberculose qui ont été notifiés. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que des gens peuvent faire la tuberculose dans la communauté, mais si on ne les dépiste pas, on ne va pas les notifier. Et parmi les cas qui sont notifiés, dans le cadre du programme national contre la tuberculose, quand on rapporte ce nombre de cas aux différentes populations, on se rend compte qu'il y a des disparités en fonction des régions. Et ça se comprend. Des régions ou des religions? Des régions, régions, pas de religion. S'il vous plaît, merci d'être venu sur ça pour éviter toute confusion possible. Voilà. Si vous voulez, en fonction des départements, si on prend les départements du Bénin, on se rend compte que les départements qui sont les plus densément peuplés, dans ces départements, les taux de notification sont plus élevés. En termes terre à terre, plus il y a de monde, plus le risque de la transmission de la tuberculose est élevé. Quand vous prenez les chiffres, quand on prend au niveau national, le taux de notification est autour de 40 cas pour 100 000 habitants. Au niveau national, au Bénin. Alors, ce n'est pas la même chose en fonction des régions. On va parler en termes de département. Quand on prend le département de l'Atlantique littoral, qui est le département le plus densément peuplé en termes de densité de la population, la densité est autour de 530 habitants au kilomètre carré dans l'Atlantique littoral. Et le taux de notification de la tuberculose est autour de 52 cas pour 100 000 habitants. 52 cas pour 100 000 habitants. Alors, quand vous remontez, si on suppose que l'Atlantique littoral c'est vers le bas, quand vous remontez, puisque les départements du septentrion sont moins
densément peuplées, la densité est plus faible, et bien le taux de notification de tuberculose diminue également. Et vous passez donc dans l'Atlantique littoral de 52 cas pour 100 000 habitants à 15 cas pour 100 000 habitants dans le septentrion. Dans l'Atakora, par exemple, vous avez 15 cas pour 100 000 habitants, alors que dans le Bogo, vous avez 13 cas pour 100 000 habitants. Et vous comprenez bien, en fait, ce n'est pas en termes de nombre de tuberculose, nombre de cas de tuberculose, mais on prend le nombre de cas de tuberculose qu'on rapporte à la population, et bien on a ces différences-là. C'est des choses que... Et dans le centre, Alors si vous voulez des chiffres précis, dans le centre, dans le zoo, nous avons 26 cas pour 100 000 habitants. Dans Weme Plateau, nous avons 44 cas pour 100 000 habitants. Et dans le Monokouffo, nous avons 38 cas pour 100 000 habitants. Mais évidemment, il faudra toujours mettre en parallèle les densités, puisque ce n'est pas la même densité. Donc c'est pour ça qu'on a ces différences-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante quand même, c'est que nous remarquons qu'il y a une, si vous voulez, la répartition selon le sexe. Quel est le sexe le plus touché? On ne va pas parler du sexe le plus touché. Disons que nous remarquons qu'il y a 2 fois plus de cas de tuberculose notifiés chez les hommes que chez la femme. En d'autres termes, on a 2 cas de tuberculose chez les hommes contre 1 cas de tuberculose chez les femmes. Toutes les fois où vous avez 2 hommes touchés, vous aurez 1 femme touchée. En fait, ça fait 1 tiers, 2 tiers. Alors, on ne sait pas, et on ne peut même pas dire que c'est parce que la femme est plus vulnérable à la tuberculose. Ça, on ne sait pas le dire. Il y a encore beaucoup de recherches en cours, mais tout ce il y a des interrogations. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que les femmes sont beaucoup plus, disons que elles ont un accès plus difficile aux services de santé? Est-ce que c'est pour ça que à la fin, il y a beaucoup moins de femmes qui sont dépistées tuberculeuses? Si vous prenez par exemple, vous voyez dans certaines régions où la femme va demander la permission à son mari avant d'aller à l'hôpital, où elle n'a pas les moyens pour aller à l'hôpital, est-ce que c'est des facteurs, des éléments qui peuvent faire que on a beaucoup moins de femmes qui ont dépisté la tuberculose? C'est des interrogations. Si vous avez 2 fois plus d'hommes à qui on fait les examens pour diagnostiquer la tuberculose, il ne faut pas être étonné qu'à la fin, vous ayez 2 fois plus de cas de tuberculose. Et c'est ce qui a été prouvé dans certains pays. Et c'est pour ça, quand on veut parler de ces choses-là, on essaie de prendre tous les gants pour ne pas faire croire aux gens que la femme a une constitution particulièrement plus faible et qui l'exposerait à faire... Enfin, je veux dire, l'homme a une constitution plus faible qui l'exposerait à faire plus de tuberculose que la femme. Ce n'est pas du tout... Et nous pensons quand même que les données que nous avons pour le moment dans la littérature ne nous permettent pas de dire que l'homme serait particulièrement plus faible pour développer la tuberculose. Donc c'est une question de déclaration, d'enregistrement, c'est ça? Est-ce que ça se pose dans les autres pays qui n'ont pas ce genre de problème? Alors, ce qu'il faut voir, c'est dans la plupart des pays, que ce soit les pays africains ou les pays européens ou les pays occidentaux, c'est la même tendance. La même tendance. Avec des variations suivant les régions. Oui. Il paraît qu'il y a un seul pays au monde où on a plus de tuberculose chez la femme que chez l'homme. Un seul pays, mais je ne vais pas vous dire le nom du pays. Mais on va qui est très loin de l'Afrique d'ailleurs. Oui, on va garder le nom secret. Peut-être qu'en off on l'aura. Puisque c'est pas tellement important, on parle du Bénin aujourd'hui et on en est à l'état des lieux, le bilan. Donc là, on a parlé des personnes dépistées en ce qui concerne donc la maladie de la tuberculose. Le taux de décès qui est de 5%, c'est chaque année, c'est bien ça, chaque année. Alors oui, chaque année, nous avons 5% de décès. D'abord, les 4000 cas que nous dépistons chaque année. Oui. C'est vrai, il y a 5% qui décèdent. Mais avant d'aller voir les 5%, on a quand même une grande proportion qui guérissent de la tuberculose. Chaque année, nous arrivons à guérir 90% des patients dépistés de tuberculose. Il y a 90% qui guérissent de leur tuberculose.
On aimerait que ce soit 100%, puisque le traitement est disponible. Pourquoi encore 5% échappent? Absolument. Alors, il faut bien savoir que ces 5% sont dus à beaucoup de choses sur lesquelles on peut revenir tout à l'heure. Nous avons 90% qui décèdent, qui guérissent. Je répète, 90% qui guérissent. Touche du bois à côté. Vous voulez qu'on parle des 5% de décès, mais moi, je voudrais insister sur les 90% qui guérissent. Oui, c'est extrêmement important. Alors, à côté des 90% qui guérissent, nous avons d'autres possibilités. Nous avons à peu près 3% de patients, 2 et 3% de patients qui sont perdus de vue. Perdus de vue, ça veut dire quoi? Ils ont démarré le traitement et à un certain moment, ils ont disparu. Ça, c'est un gros problème pour nous et je vous assure que le PNT a fait beaucoup d'efforts pour ramener ce taux-là à 2%, 3%. Il y a quelques années, on était dans l'ordre c'est allé même jusqu'à 15%, 20%. Ça, c'est un gros souci. Vous démarrez un traitement antituberculeux chez quelqu'un, la personne disparaît, vous ne savez pas ce qu'elle est devenue. C'est des personnes que vous récupérez. Nous avons longuement parlé le maladie des multirésistants. Et donc, c'est des patients que vous récupérez, peut-être multirésistants, mais de toutes les façons, vous les récupérez pour une tuberculose et que vous avez à gérer. Et donc, ça, c'est un gros souci. Le PNT a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir ramener ce chiffre-là vraiment à des proportions très, très, très basses. Alors, à côté de ça, il y a les décès. Il y a 5% qui décèdent chaque année. Alors, les décès, vous savez, quand vous prenez même la définition du décès, les décès que nous utilisons pour calculer nos indicateurs, en fait, c'est tout patient tuberculeux qui décède pour une raison ou une autre au cours de son traitement. Tout patient tuberculeux, il est en train de prendre son traitement, il décède quelle que soit la raison. Même si ce n'est pas lié à la tuberculose, oui, on le considère comme un décès et puis on va tenir compte de cela dans les calculs des indicateurs. Vous comprenez donc que parmi les 5%, là, eux tous ne sont certainement pas, peut-être pas décédés de tuberculose. Mais c'est difficile de faire la distinction entre ceux qui sont décédés parce que voilà, la tuberculose s'est aggravée ou en tout cas leur décès est lié à la tuberculose et ceux qui sont décédés d'une autre cause. Si j'ai un patient tuberculeux qui est sous traitement et qui fait un accident de la voie publique, je suis obligé de le comptabiliser comme un décès. D'accord? Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est que, vous savez, il y a des patients tuberculeux, mais ils n'ont pas que la tuberculose. Il y a ce que nous appelons les autres comorbidités. Vous avez un patient tuberculeux qui a également une infection VIH, donc qui a également le VIH-Sida. Oui. Eh bien, si on prend en charge sa tuberculose et que l'infection VIH-Sida n'est pas correctement prise en charge, eh bien, ça augmente son risque d'évoluer vers, si vous voulez, des fins de traitement défavorables et donc d'évoluer vers un décès par littérature. Oui. Vous avez quelqu'un qui a un diabète et qui est pris en charge pour sa tuberculose et qui n'est pas correctement pris en charge pour son diabète, eh bien, il peut développer, il peut évoluer de façon défavorable. Vous avez d'autres comorbidités, d'autres conditions pathologiques qui vont impacter négativement l'évolution de la tuberculose, même si le patient est pris en charge. Donc, vous voyez que dans ces 5% de décès, eh bien, il y a beaucoup de choses, il y a presque tout. Et le PNT fait beaucoup d'efforts pour non seulement traiter la tuberculose, mais essayer d'agir également sur les autres comorbidités, notamment l'infection VIH. Et aujourd'hui, nous avons une collaboration très étroite avec le Programme national de lutte contre le SIDA, ce qui nous permet de, tous les patients tuberculeux, systématiquement, nous leur proposons de faire un test VIH, de faire un dépistage de VIH. Et nous avons, je vais dire la chance, mais c'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'expérience sur ce terrain-là. Nous avons la possibilité de tester jusqu'à 99% des patients tuberculeux. Et donc nous les testons pour le VIH. Et ceux qui sont dépistés VIH+, eh bien on leur propose systématiquement une prise en charge. Donc, si vous voulez que je vous parle de chiffres, en moyenne, c'est 16% des patients tuberculeux qui ont également le VIH. 16% des patients tuberculeux qui ont également le VIH. Et ces 16%-là, nous leur proposons systématiquement la prise en charge de l'infection VIH par le traitement antirétroviral. Et donc, nous avons
réussi quand même une intégration des soins et de la tuberculose et de l'infection VIH. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, quand un malade va dans un centre de santé, il va dans un de nos CDT, centre de dépistage et de traitement, il a la possibilité d'avoir à la fois le traitement de la tuberculose et le traitement de l'infection VIH-Sida. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et ça posait de gros soucis parce que vous imaginez quelqu'un qu'on a dépisté pour tuberculose dans un centre, eh bien, on dépiste une infection VIH chez lui, on doit prendre ça en charge, on va l'envoyer peut-être à 20 km pour qu'il aille prendre son traitement. Et donc ça a créé des soucis de si vous voulez, de stigmatisation, parce qu'il y a peut-être 5 personnes qui savent qu'il a la tuberculose des agents de santé. Oui. Il va encore aller dans un autre centre de santé, c'est une dizaine de personnes auxquelles il aura affaire, donc c'est compliqué. Et alors qu'aujourd'hui, ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est cette intégration des soins qui permet aux patients d'être pris en charge par le même personnel de santé, tant pour sa tuberculose que pour son infection VIH. Cela veut dire que le taux était plus élevé entre-temps, c'est ça? Alors, sur les années, ça fait déjà quand même un peu plus de 10 ans, si on ne va dire une quinzaine d'années, où nous avons une surveillance régulière, nous avons des chiffres. Et donc, nous savons que ça a toujours varié entre 14 et 18%. C'est toujours varié dans cette proportion-là. Mais ça ne veut pas dire que le nombre est beaucoup plus important. Puisque, voyez-vous, nous dépistons plus de cas de tuberculose. Et donc, il ne faut pas s'étonner que le nombre de cas d'infection, de patients co-infectés par et la tuberculose et le VIH monte. Mais quand vous faites le rapport, eh bien, vous êtes toujours entre 14 et 18%. D'accord. Et vous alliez souligner un autre aspect quand je vous ai coupé. Je vous permets d'y aller en même temps. Alors, j'ai perdu le fil. D'accord, on va retrouver le fil en rappelant aux auditeurs qu'ils ont la possibilité d'appeler dans 2 minutes, puisqu'il sera 15h30 à Océan FM et partout dans le Bénin via le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24. Et justement, sur ce numéro, vous avez aussi la possibilité d'envoyer des messages via WhatsApp. Il y a déjà un auditeur qui a envoyé un message, il s'appelle Barnabé Ouelego, je pense, il dit ceci: bonsoir, une personne qui fait une toux sèche assez fréquente et a fait les tests et ces tests-là révèlent qu'il est négatif. Donc, est-ce que cela signifie qu'il n'est pas atteint de la tuberculose ou c'est un autre phénomène? Voilà donc la question de Barnabé Ouelego qui a envoyé un message via WhatsApp. Vous pouvez faire comme lui ou appeler le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24. Voilà, docteur. J'espère que vous avez saisi la question de M. Ouelego. Bien, M. Ouelego, je le remercie pour sa question. Alors, tout sèche fréquente avec des tests qui ont été faits, qui se sont révélés négatifs, est-ce que ça veut dire que la personne a la tuberculose? Si je comprends bien sa question. Oui. Alors, j'espère que notre auditeur a suivi l'émission du mardi dernier. On était revenu sur ça, mais je vais rappeler ce qu'on avait dit. Alors, il a bien précisé tout sèche. Oui, donc il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Alors, habituellement, dans la tuberculose, la toux est grasse. Elle est productive. Et c'est ce qu'elle produit, les expectorations là, qui seront analysées au laboratoire pour qu'on puisse savoir s'il y a une tuberculose ou pas. Alors, une toux sèche ou une toux chronique, je veux dire la toux chronique, pour nous, le seuil que nous avons retenu, c'est 3 semaines. Une toux qui dure depuis plus de 3 semaines, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, il faut absolument considérer le patient comme un suspect de tuberculose, qu'il aille au centre de santé et les agents de santé sont bien qualifiés pour lui dire si c'est une tuberculose ou pas. Alors, en l'occurrence ici, le patient, le monsieur Ouelego dit qu'il a fait, ou que la personne a fait des tests et que les tests se sont révélés négatifs. Alors, si les tests ont été faits dans un centre de dépistage et de traitement de la tuberculose, il n'y a aucun souci. Si c'est dans une structure du PNT, eh bien, il y a tous les moyens pour pouvoir lui dire si c'est pas la tuberculose ou pas. Mais je voudrais insister sur le fait. Alors, c'est pas toutes les personnes, c'est pas parce que je tousse. Je peux tousser depuis 3 mois, 6 mois.
et il ne peut pas s'agir d'une tuberculose. C'est pour ça que nous disons toujours de consulter. Et vous savez, dans nos centres de dépistage et de traitement, nous sommes organisés de telle sorte que ce qu'ils peuvent faire, c'est de voir si c'est une tuberculose ou si ce n'est pas une tuberculose. Alors, s'ils disent à partir des tests préliminaires que ce n'est pas une tuberculose et qu'ils mettent une prise en charge qui ne marche pas, ils ont la possibilité de l'envoyer à un niveau un peu plus supérieur. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, au Lazaret, nous ne traitons pas que de la tuberculose. Nous ne gérons pas que la tuberculose. Parmi les patients qui font une toux qui dure dans le temps, une toux chronique donc, c'est à peine 10% qui ont diagnostiqué une tuberculose. Maximum, c'est 20%. Vous avez donc, quand vous avez 100 patients qui vont au Lazaret, c'est à peu près 10 qui vont en ressortir avec un diagnostic de tuberculose. Il reste 90% qui souffrent d'une autre maladie pulmonaire ou d'une autre maladie respiratoire. Et nous avons aujourd'hui des médecins spécialistes qui ont la possibilité de faire des investigations poussées et de dire aux patients avec précision de quoi est-ce qu'il s'agit. Une toux sèche fréquente, eh bien, il faut savoir, par exemple, je vous donne des pistes, si ce n'est pas quelqu'un qui a des antécédents d'asthme. Parce que quelqu'un qui fait de l'asthme, un antécédent d'asthme, il va tousser tout le temps, on va penser que c'est autre chose alors qu'il suffit qu'il voit un médecin spécialiste. Et nous avons aujourd'hui des médecins spécialistes au Lazaret, nous avons des pneumologues qui sont bien qualifiés et qui font des choses que nous ne crions pas sur tous les toits et qui ont la possibilité de faire des investigations et de faire des choses exactement comme cela se fait dans les pays européens. Et peut-être que si j'ai quelques minutes, je reviendrai sur ce qui est possible au Lazaret et vous verrez qu'effectivement, en tout cas pour le moment, nous n'avons rien à envier à beaucoup de pays de la sous-région et même à des pays européens. Si vous le dites, et on va continuer avec les autres aspects de la maladie. Vous l'aviez dit aussi la semaine passée, on est dans une zone endémique en ce qui concerne donc la tuberculose, mais vous disiez qu'il n'est pas nécessaire de se faire dépister sans le symptôme de la toux dont vous venez de parler. Pourquoi? Alors, j'étais revenu sur des concepts un peu compliqués, j'en conviens. Oui. Le concept de tuberculose et infection. Le concept de tuberculose maladie. Je vais revenir rapidement dessus. Tuberculose et infection, ça signifie que l'individu a été une fois en contact avec le microbe de la tuberculose. Et dans notre contexte ici, nous avons tous été une fois en contact, d'une façon ou d'une autre. Nous avons été une fois en contact avec le microbe de la tuberculose. Et donc, nous hébergeons en nous, sans le savoir, le microbe de la tuberculose. N'en doutez pas. Nous hébergeons le microbe de la tuberculose. Mais ça ne fait pas de nous des malades tuberculeux. Parce que l'organisme arrive toujours à maintenir un équilibre entre le microbe de la tuberculose et les défenses de cet organisme. Et donc ça permet vraiment à l'organisme de contrôler ce que nous appelons l'infection tuberculeuse. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la tuberculose maladie. C'est le malade, c'est l'individu qui commence donc à développer des symptômes de la tuberculose. Alors, la tuberculose infection, eh bien, le diagnostic est extrêmement difficile. Et même quand on fait le diagnostic, ça ne veut pas dire que la personne développe la maladie, la tuberculose maladie. Et donc, envoyer quelqu'un dans un centre de santé ou bien que quelqu'un se déplace pour dire « Oh, je me porte très bien, je n'ai aucun symptôme, je ne tousse pas, je ne fais pas de fièvre, et je veux juste savoir si j'ai une tuberculose infection. » Ça n'a aucun sens. Mais à partir du moment où la personne a des symptômes évocateurs de tuberculose, et ces symptômes évocateurs de tuberculose, on les avait cités, si vous voulez, je les reviens dessus, c'est la toux chronique, une toux qui dure depuis plus de 3 semaines. Il faut absolument savoir si ce n'est pas une tuberculose ou pas. Comme je l'avais dit, les auditeurs n'ont pas cherché à savoir est-ce que c'est une toux grasse, est-ce que c'est une toux sèche, peu importe. Depuis plus de 3 semaines, une toux qui dure, il faut aller au centre de santé. À côté de ça, à côté de la toux, il y a la fièvre. À côté de ça, il y a l'amaigrissement, il y a les transpirations nocturnes, il y a la perte d'appétit. Et donc, c'est tout ce faisceau de symptômes qui vont mettre sur la piste de la tuberculose. Et une fois qu'on a ces éléments là, sur cette base, nous, on va faire les examens. On va faire les examens de crachat. C'est l'examen de base pour faire le diagnostic. Mais il n'y a pas que ça pour faire le diagnostic de la tuberculose. Je voudrais finir par rapport à cette question en disant que c'est vrai que lorsqu'il y a une tuberculose pulmonaire,
vous vous rappelez qu'on avait dit, en fonction de la localisation, on peut distinguer ce qu'on appelle tuberculose pulmonaire et tuberculose extra-pulmonaire. Oui. La tuberculose pulmonaire, c'est elle qui se manifeste par une toux. La personne va cracher et puis on va analyser les crachats pour savoir s'il y a une tuberculose ou pas. Mais rappelez-vous, j'ai dit que la tuberculose peut atteindre tous les organes. Oui. Et en fonction de l'organe qui sera atteint, eh bien, on aura des symptômes ou des signes d'appel bien spécifiques. Et donc, il ne faut pas penser que c'est uniquement la toux qui peut nous mettre sur une piste de tuberculose. Voyez-vous, quel que soit l'organe qui est atteint, si l'organe est atteint, le médecin spécialiste, il sait sur quel levier il doit se baser pour pouvoir s'orienter vers la piste d'une tuberculose. Voilà, donc qui est dit pour cette question. Et puis les auditeurs ont choisi WhatsApp aujourd'hui pour poser leurs préoccupations. Un autre nous demande comment faire pour lutter contre cette maladie. Et c'est Joël Hessa qui a voulu prendre par le numéro 65 00 24 24 pour poser sa question. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir directement dans cette émission au 21 33 84 19. Voilà donc les questions. D'abord la première, la prévention. On en avait parlé la semaine dernière. On va juste survoler cette question-là pour Monsieur Hessa. Monsieur Hessa, il voulait savoir comment faire pour lutter contre cette maladie. Oui. Alors c'est toute la raison d'être du programme national de lutte contre la tuberculose du béret. Et c'est ce que nous faisons tous les jours depuis des années. Alors, comment faire pour lutter contre cette maladie? Alors, il y a des précautions, on va dire, individuelles, mais surtout des précautions collectives. Et le rôle du PNT, c'est donc, notre but déjà, c'est de réduire la transmission de la tuberculose au sein de la population à un niveau tel que la tuberculose cesse d'être un problème de santé publique. Ça, c'est le but du PNT, c'est la raison d'être du PNT. Et nous avons comme objectif principal d'assurer un accès universel à la prévention, au diagnostic, au traitement et aux soins antituberculeux de qualité à toutes les couches de la population. C'est ce que nous nous évertuons de faire tous les jours. Alors, pour revenir au niveau individuel, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cette maladie? Oui. Eh bien, si vous vous rappelez que j'ai dit, c'est pas parce que je vis dans l'entourage d'un tuberculeux que systématiquement je vais développer la maladie. Parce qu'il y a un élément important qui rentre en ligne de compte, c'est l'état des défenses immunitaires du sujet lui-même. Et donc, si je dois répondre à la question... Donc, il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi et tout faire pour que les défenses immunitaires ne soient pas affaiblies. Mais quand je dis ça, c'est pratiquement une boutade que je sors. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que, disons, le premier axe de la prévention de la tuberculose, c'est le dépistage précoce et le traitement des cas contagieux. Si on peut arriver à faire ça, on a déjà fait beaucoup. Et ça a trait à ce qu'on peut faire individuellement, mais ce qu'on peut faire collectivement également. Lorsque j'ai quelqu'un qui est à côté et qui tousse tous les jours depuis 3 mois et qu'on n'a rien fait, et bien au lieu de lui dire d'aller acheter telle chose au bord de la voie, telle chose au marché, simplement de l'orienter vers un centre de dépistage et de traitement de la tuberculose et on va faire le diagnostic. Voilà, parce que si je le fais, eh bien je rends service à mon voisin et à mon ami, mais je me rends service également parce que je contribue à tout de suite arrêter la chaîne de la transmission. Donc ça, on va se pencher sur les questions de M. Aounou. Alors oui, M. Aounou, il a posé 3 questions très pertinentes. Et je vais commencer par la dernière question. Oui. Comment est-ce qu'il faut encadrer les malades qui sont sous traitement chez nous et qui vivent dans leur domicile? Donc, dans un entourage avec des personnes. Avec qui ils vivent. Je voudrais dire à M. Aounou ceci et à tous les autres auditeurs que les patients dont il faut avoir peur ou les sujets dont il faut avoir peur, ce n'est pas ceux qui sont venus au Lazaret ou dans un centre de dépistage de traitement qu'on a diagnostiqué tuberculeux et qui sont sous traitement. Parce que le traitement antituberculeux est si puissant que même la première prise réduit la charge de la maladie d'1/10. Le premier jour, le malade avale les médicaments. La charge des microbes est diminuée d'1/10. Au bout de 1 semaine, 10 jours de traitement, eh bien, le malade
n'est pratiquement plus contagieux pour son entourage. Et ça a été prouvé sur le plan international. Et nous également, au niveau du Lazare, nous avons mené des études pour prouver cela. Les malades dont il faut avoir peur, c'est ceux-là avec qui nous jouons au football. Je prends des exemples comme ça. Tous les dimanches, ils toussent tout le temps, mais nous ne savons pas de quoi ils toussent. C'est ceux-là avec qui nous jouons à la belote, qui toussent tout le temps, mais je ne sais pas pourquoi ils toussent. C'est peut-être celui avec qui j'ai pris un taxi ou avec qui je m'amuse tout le temps, mais qui tousse depuis des semaines, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est de ceux-là qu'il faut avoir peur. Enfin, entre guillemets, qu'il faut avoir peur. C'est ceux-là qu'il faut craindre. Et c'est ceux, dès qu'on a des cas comme ça, il faut les orienter gentiment, avec beaucoup de courtoisie, il faut les orienter vers un centre de dépistage et de traitement de la tuberculose. Et si c'est à Cotonou, comme je vous l'ai dit, il y a le Lazare, il y a l'hôpital Saint-Luc, il y a l'hôpital Bethesda, qui sont des centres de dépistage et de traitement de la tuberculose. Il faut les orienter vers là, c'est important. La deuxième question, c'est concernant le thème toxicomane. Je n'aime pas trop ce thème-là. Il ne faut pas mettre dans la tête de nos auditeurs que devant le Lazare, il n'y a que des toxicomanes qui sont là en train de traîner. Ce n'est pas vrai. Il y a des patients, comme je vous l'ai dit, alors, pendant les 2 premiers mois, il faut que le patient prenne son traitement devant un agent de santé. Et pour faciliter, si vous voulez, la prise en charge à certains patients qui, soit ils vivent très loin, c'est-à-dire le centre de santé est très loin de leur domicile. Malgré la décentralisation, malgré la décentralisation, vous avez quand même des gens qui vont vous dire vraiment, je suis trop loin. Nous faisons des propositions aux patients. Et c'est aux patients de choisir, nous l'accompagnons dans son choix. S'il dit, vraiment, je n'ai pas envie de rester chez moi, je préfère rester quelque part où je serai un peu plus calme, un peu plus tranquille, nous lui offrons l'hébergement. Et gratuitement. Vous les hébergez? Nous les hébergeons, et gratuitement. Pendant combien de temps? Pendant 2 mois. Pendant les 2 premiers mois où il doit prendre son traitement devant un agent de santé, nous les hébergeons gratuitement. Et donc, pendant le temps qu'ils sont là, ils prennent leur traitement le matin. Après, il y a tout le reste de la journée où peut-être ils peuvent s'ennuyer dans leur salle d'hospitalisation, où ils peuvent venir rester au dehors pour prendre de l'air, mais ça ne fait pas d'eux. C'est pas parce que j'ai vu des patients qui sont là, dehors, en train de prendre de l'air, qui sont tous, entre guillemets, des toxicomanes. Ce n'est pas du tout ça. Alors, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la population n'est pas à risque par rapport à ces gens-là? Non, pas du tout. Ils sont sous traitement. Ils sont sous traitement. Et donc, à partir du moment où ils sont sous traitement, et chaque jour qu'ils prennent leur traitement, surtout pendant les 10 jours, 10 premiers jours, 2 premières semaines, je vous assure que, eh bien, le risque de contagiosité est complètement diminué. Et donc, il n'y a aucune inquiétude par rapport à ces patients-là. Il ne faut pas regarder simplement leur aspect pour conclure qu'ils sont en guillemets toxicomanes. Donc, c'est pour préjuger, oui, la première question qu'il a posée. La première question, la différence entre la tuberculose et l'asthme. Absolument. Alors, la tuberculose et l'asthme n'ont de commun que peut-être un des symptômes, la toux. Est-ce que c'est la même toux? C'est pas du tout la même toux. C'est pas du tout la même toux. Et il n'y a même pas, on ne peut pas les confondre. C'est pas possible de confondre l'asthme et la tuberculose. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à la maladie asthmatique, mais il faut bien savoir que c'est des gens qui vont avoir un terrain avec déjà des antécédents d'asthme, peut-être dans l'enfance, et qui ont traîné des crises d'asthme. Et la crise d'asthme, vous savez, c'est des gens qui vont se mettre à siffler, qui vont vous rapporter des sifflements dans la poitrine. Ça n'a rien à voir avec la tuberculose. Donc, dans l'asthme, les gens vont traîner de la toux, mais cette toux-là est le plus souvent accompagnée d'une dyspnée, une gêne respiratoire sifflante avec d'autres éléments, alors que dans la tuberculose, on n'a jamais parlé de gêne respiratoire sifflante. On n'a jamais parlé d'antécédents de gêne respiratoire qui vont démarrer dans l'enfance et qui vont accompagner le sujet aux différentes étapes de sa vie. Ce n'est pas ça. Donc il n'y a pas de confusion à faire. Il n'y a pas de confusion possible du tout. Dans tous les cas, quand il y a un scandale, les auditeurs, et ça, c'est un bon conseil que je leur donne, s'il y a le doute, le moins doute, il faut aller dans les centres de santé. Et si vous êtes à Cotonou, n'hésitez pas, venez au Lazare, nous avons des médecins spécialistes. Et justement, si vous me donnez une petite parenthèse par rapport à l'asthme, nous avons une petite unité qui s'occupe que des patients asthmatiques.
Et rapidement, avant qu'on ne parle des avancées, puisqu'il le faut sur cette émission, on est à moins de 10 minutes, 12 minutes de la fin. Donc, on va l'aborder un peu rapidement, les deux questions qu'il est revenu poser, puisqu'on avait déjà évacué toutes les questions posées entre-temps. Oui, je pense. Alors, les frais d'hospitalisation. Je n'ai pas parlé d'hospitalisation, mais j'ai parlé d'hébergement, et c'était les 2 mois. 2 mois. Quand le patient est là pour la tuberculose, c'est entièrement gratuit. Entièrement gratuit, on ne lui prend même pas un seul franc CFA. Quand il est là pour la tuberculose. Mais comme je vous ai dit, pour Lazaret, il y a d'autres pathologies pulmonaires. Et donc, si c'est une autre pathologie pulmonaire, eh bien, on a une unité de pneumologie qui s'occupe de ces pathologies-là. Et donc, forcément, là, c'est donc, il faut se rapprocher du Lazaret. Là, c'est de l'hospitalisation qui n'est pas gratuite, mais c'est vraiment les taux que nous faisons, c'est des taux sociaux. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Il n'y a aucun souci à se faire. Est-ce qu'un bébé peut naître avec une tuberculose? Est-ce qu'un bébé peut naître avec une tuberculose? Alors, si, par exemple, la maman avait une tuberculose au cours de la grossesse, dès que l'enfant sort, l'enfant peut être exposé tout de suite au microbe de la tuberculose et donc, à partir de là, va attraper la tuberculose. Rappelez-vous, j'ai dit la transmission se fait par voie aérienne. Oui. Par voie aérienne. Et donc, il faut que l'enfant soit sorti d'abord. Et c'est à ce moment-là, dès qu'il va se mettre à respirer, il va peut-être respirer des BK. Et donc, puisque son système immunitaire est encore très faible, il a pris sa tuberculose à la naissance, les BK à la naissance, et donc il pourra développer une tuberculose. Mais il ne va pas sortir du ventre de sa maman tout de suite avec une tuberculose. Alors, les avancées en la matière, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, les avancées, il faut dire qu'on a connu beaucoup d'avancées sur le plan scientifique. Oui. Je vais les regrouper en 3 grands groupes. Il y a les avancées pour mieux comprendre la maladie. Parce que pour traiter, d'abord pour faire le diagnostic, il faut mieux comprendre cette maladie. Et il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui et qui permettent de mieux comprendre la maladie. Il y a des projets de recherche sur le plan international, mais le Lazaret et le CNHP participent également à des projets de recherche, des choses que nous faisons. Vous avez des laboratoires? Nous avons le laboratoire de référence des mycobactéries, qui est un laboratoire qui est très connu dans la sous-région, l'un des meilleurs laboratoires qui traite de la tuberculose dans la sous-région. Et d'ailleurs, nous supervisons même d'autres laboratoires dans certains pays de la sous-région. Et donc, nous participons à des projets de recherche qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre la maladie. Nous sommes aujourd'hui à un stade où on se demande, mais est-ce qu'il n'y a pas de déterminants génétiques derrière la tuberculose? Est-ce qu'il n'y a pas le matériel génétique qu'un individu porte? Est-ce que ça le rendrait beaucoup plus susceptible à développer la tuberculose? Est-ce que le matériel génétique que quelqu'un porte, est-ce que ça pourrait, si vous voulez, prédire la réponse au traitement antituberculeux? Et actuellement, nous sommes en train de participer à un projet de recherche sur plusieurs pays, le Bénin, le Sénégal, la Guinée, l'Afrique du Sud, pour pouvoir traiter de ces questions-là. Il y a également eu des avancées sur le plan du diagnostic. Pendant très longtemps, si vous voulez, les tests pour faire le diagnostic de la tuberculose, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est resté comme ça des décennies. Aujourd'hui, il y a un test qui est vraiment pas très sophistiqué, mais qui est très fin, qui permet de faire le diagnostic de la tuberculose de façon très rapide. En combien de temps? Alors, en combien de temps? Il faut que je le compare à quelque chose. Parmi les éléments pour faire le diagnostic de la tuberculose, il y a l'examen des crachats, mais on peut également mettre ces crachats-là en culture, cultiver, et les microbes vont pousser. Alors, habituellement, il faut attendre jusqu'à 8 semaines pour avoir les résultats. Oui, 8 semaines. Il faut attendre 6 semaines à 8 semaines pour avoir les résultats. Avec ce nouveau test qui est basé sur de la biologie moléculaire, en 2 heures de temps, on a le résultat. Vous voyez la différence. Et donc, on a vraiment progressé par rapport à ça. Et vous utilisez cette technique-là? Nous utilisons cette technique-là au Lazaret. Et dans tous les centres? Dans tous les centres, pas encore. Parce qu'il faut un peu de technologie pour le faire. Mais nous sommes dans l'optique de décentraliser et de mettre cet appareil-là au niveau départemental pour que dans chaque département, on puisse avoir cet appareil-là pour l'utiliser. Dernier point, c'est le traitement. On a beaucoup progressé. Il y a plusieurs années, le traitement durait 2 ans. Après, on est passé à 18 mois. Ensuite, on est passé à 12 mois. Après 12 mois, on est passé à 8 mois.
Actuellement, on est à 6 mois. Depuis combien de temps vous êtes On est à 6 mois depuis quand même 2007. 2007. Depuis 2007, on est à 6 mois, 2006-2007. Et il y a des études qui sont en cours. Le PNT a participé il y a quelques années à une étude où on est en train de voir comment est-ce qu'on peut réduire la durée du traitement à 4 mois. Et il y a même des études en cours pour réduire. Parce que vous voyez, quelqu'un qui doit prendre des médicaments sur 6 mois, ce n'est pas peu. Si on peut réduire la durée du traitement, eh bien, ce sera bénéfique pour l'observance du traitement et pour la guérison des patients. Voilà donc les avancées à noter en ce qui concerne donc la tuberculose. C'est sur 3 points, on l'a entendu. Mais avant de partir, puisqu'on est à 1 minute de la fin de cette émission, on va vous laisser parler rapidement des actions du PNT. Vous en avez parlé tout à l'heure, on l'a entendu. Les actions du PNT en guise de conclusion. Si vous avez aussi quelque chose à ajouter, vous avez environ 40 secondes pour l'exercice. Bon, je me laisse toujours surprendre par le temps quand je viens chez vous. Les actions, le PNT fait beaucoup de choses. Le PNT essaie d'organiser le dépistage de la tuberculose et traiter également la tuberculose. Mais ce que le PNT fait, dont on ne parle pas souvent, c'est le plaidoyer, la communication et la mobilisation sociale. Et c'est là vraiment qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de la communauté pour nous aider si vous, à dépister plus facilement, de façon plus précoce les cas, et donc pour que nous puissions rompre la chaîne de transmission. Le PNT également fait de la promotion de la recherche. Le PNT fait, si vous voulez, ce que ça fait de la recherche active dans les populations clés. D'accord. Bon, il y a déjà une musique qui vient, il faut que je m'arrête. Je voudrais, en guise de conclusion, vous remercier pour l'occasion que vous nous avez donnée de parler de la tuberculose. Et un seul conseil, depuis plus de 3 semaines, il faut s'orienter vers le centre de santé. Si on est à Cotonou, s'orienter vers le Lazaret ou les autres centres de santé et on pourra vous aider à faire le diagnostic. Je vous remercie. Merci aussi à vous, Dr Prudence Ouettino.